Il y a des tonnes de choses étranges sur Mars. Des cuillères, des nouilles, des portes, et même des visages. Sont-ils vraiment juste des cailloux? Et par ailleurs, ce n'est pas la seule planète de notre système solaire qui soit remplie de choses mystérieuses. Découvrons-les ensemble. Récemment, on a découvert une chose étrange sur Mars qui s'apparente à un objet lisse, semblable à une cuillère. Il s'est attiré pas mal d'attention après avoir été repéré par le rover Curiosity de la NASA. La roche, avec son manche et sa tête arrondie, semble flotter sur la photo. Les internautes demeurent perplexes quant à ce que cela pourrait bien être. Certains plaisantent en avançant qu'il s'agirait d'une quille de bowling martienne, ou même d'un chausse-pied laissé par une civilisation extraterrestre. Mais Andrew Good, le porte-parole de la NASA, dit que ce n'est rien de si excitant. Il semblerait que ce ne soit qu'un rocher façonné par le vent au cours d'une longue période. Ce type de roche aux formes étranges est commun sur la planète Mars. On les appelle des ventifacts. Un ventifact est une roche qui peut être gravée, creusée ou lissée par les minuscules particules charriées par le vent. On trouve généralement ces types de roches dans des endroits secs où il n'y a pas beaucoup d'arbres ou de végétation pour arrêter les courants aériens et où beaucoup de sable est emporté. Parfois, le vent peut donner à ces ventifacts des formes vraiment étonnantes, comme ces rochers en forme de champignons que l'on peut observer dans le parc naturel du désert blanc égyptien. Ces roches ressemblent à la maison des Schtroumpfs, car le vent érode la partie inférieure plus rapidement que le sommet, leur donnant cette forme allongée. Les ventifacts ne sont pas les seules roches martiennes dignes d'intérêt. Regardez plutôt ces séries de pointes à l'aspect irréel qui émergent de la surface rouge. Le rover Curiosity les a découvertes lors de l'exploration du cratère Gale sur Mars. Elles ont rapidement captivé l'attention de tout le monde. Ces structures torsadées, semblables à des pointes, ressemblaient à une porte vers un autre monde. Même l'Institut SETI, une organisation consacrée à la recherche de vie extraterrestre, a bien été forcé d'admettre à quel point cette roche était stylée. Mais en réalité, ce ne sont que des cheminées de faits. Ces pointes hautes et effilées se manifestent lorsqu'une roche dure se trouve au-dessus de couches plus tendres. Il est probable que ces pics martiens ne soient d'autre que le remblai d'anciennes fractures dans la roche sédimentaire, et dont les matériaux plus tendres se sont érodés au fil du temps. On compte également de nombreuses cheminées de faits sur Terre. On les appelle également pyramides, ou demoiselles coiffées. On peut en trouver dans des régions telles que Bryce Canyon, en Utah, ou même dans les Hautes-Alpes. La NASA s'intéresse à ces structures étranges, car elles pourraient nous aider à en apprendre davantage sur l'histoire du cratère Gale. On a aussi aperçu un rocher qui ressemblait à un beignet à la confiture. Il a été baptisé Pinnacle Island après avoir été repéré par les caméras de la NASA. Néanmoins, seulement 4 jours auparavant, il était introuvable. Alors, comment est-il magiquement apparu? Eh bien, sans la moindre surprise, il a simplement été délogé par l'une des roues du rover Opportunity pendant qu'il traversait le terrain. Mais le mystère continue de planer autour de ce fameux beignet. Les analyses ont révélé que Pinnacle Island contenait des niveaux étonnamment élevés de soufre et de manganèse. Or, ces deux éléments sont solubles dans l'eau. En d'autres termes, de l'eau martienne aurait pu introduire ces éléments à l'intérieur même de la roche. Ainsi, cette petite chose a soudainement causé un certain scandale, ainsi qu'un procès intenté contre la NASA. Un homme soutenait que l'agence avait négligé la possibilité qu'il s'agisse là d'un authentique champignon martien. Mais toutes nos trouvailles ne sont pas d'ordre naturel. Une autre découverte déconcertante a été cette chose repérée par Perseverance. Ça ressemble à des spaghettis ou à de la ficelle emmêlée. À l'inverse du beignet mentionné plus tôt, cet objet mystérieux est apparu dans une image saisie par la caméra du rover, puis a disparu dans le sol sablonneux en seulement quelques jours. Il semblerait qu'il puisse d'agir des débris du système d'atterrissage du rover martien. Perseverance a atterri dans le cratère G0 en février 2021. Il a connu un atterrissage difficile et a accidentellement dispersé des débris tout autour de lui. Certains de ces débris apparaissent dans les images du rover depuis un certain temps maintenant. L'objet qui ressemble à un fil n'est probablement qu'un morceau de dacron déchiqueté, qui est un type de fibre utilisé dans les couvertures thermiques. Ces couvertures aident à réguler la température des équipements pendant l'incandescent processus d'entrée dans l'atmosphère martienne.
Il a probablement subi une déchirure et des dommages significatifs en raison des forces à l'œuvre pendant l'atterrissage. Les couvertures thermiques se perdaient pas mal de choses à l'époque, comme ce morceau de feuilles brillantes repéré en juin par exemple. L'astromobile l'a retrouvé sur un rocher. Ce qui est remarquable, c'est la distance que certains de ces débris ont parcouru. Le rover a atterri à environ 2 km de l'endroit qu'il explore actuellement, et c'est probablement parce que le crash a projeté les débris dans les airs, et que les vents martiens les ont emportés sur une telle distance. Mars est connu pour ses vents violents, qui peuvent déplacer les objets les plus légers. Toutefois, s'il est amusant de les découvrir à l'écran, des inquiétudes persistent au sujet des débris et autres déchets abandonnés sur Mars. Nous n'avons même pas réglé ce problème sur Terre, et nous sommes déjà en train de le reproduire sur Mars. Les débris que nous avons laissés sur la planète rouge s'accumulent déjà dans une zone baptisée Ogwallow Flats. De plus, ces détritus peuvent accidentellement contaminer les tubes d'échantillonnage utilisés pour collecter les roches martiennes. Jusqu'à présent, la NASA ne semble pas trop inquiète à ce sujet, mais ils gardent un œil attentif dessus pour prévenir tout problème avec leurs engins. Maintenant, que diriez-vous d'examiner non pas des choses, mais des animaux? Le rover Curiosity a causé le plus grand émoi lorsqu'il a photographié une chose qui ressemblait à un rat martien. Certains ont commencé à spéculer qu'il pourrait s'agir d'une trace de vie extraterrestre, ou même que ce rongeur ait été apporté par Curiosity. Mais le rat de Mars, une fois de plus, s'est avéré n'être qu'un étrange caillou. Il ne devait son aspect qu'à des processus naturels, comme l'érosion éolienne et l'abrasion mécanique. Nous avons également découvert plusieurs choses qui nous rappellent des asticots. Curiosity a pris cette photo d'une formation ressemblant à des vers qui se tortillent à travers le paysage martien. En dépit de sa petite taille, cette formation se distingue par sa forme unique et sa texture rugueuse. Elle est probablement faite d'un matériau durable, résistant à l'érosion constante de la planète. Et enfin, notre découverte la plus mystérieuse est le visage de Mars. Cydonia Mensae est une région de Mars qui a captivé à la fois l'intérêt scientifique et celui du public. Elle se trouve dans l'hémisphère nord de Mars et se situe entre des régions constellées de cratères au sud et des plaines relativement lisses au nord. Il existe une théorie selon laquelle les plaines du nord auraient pu être autrefois des fonds marins. Peut-être Cydonia était-elle autrefois une zone côtière? Cet endroit déborde de caractéristiques aussi intéressantes que magnifiques, et qui nous apprennent beaucoup de choses sur l'histoire de la planète rouge. Mais sa particularité la plus intéressante reste le visage martien. Cette chose a suscité la plus grande attention depuis qu'elle a été repérée par l'orbiteur Viking 1 en 1976. Certains croyaient que c'était la trace d'une civilisation martienne depuis longtemps disparue. Au début, la NASA l'a rejeté comme n'étant qu'un jeu d'ombres et de lumière. Mais après quelques analyses, il s'est avéré que c'était, oui, encore un rocher. Nous avons également vu un visage d'ours, capturé par la caméra High Resolution Imaging Science Experiment. Dans cette image, on peut observer une faille suivant un motif circulaire, et qui ressemble à la tête d'un ours, avec deux petits cratères formant les yeux et une aspérité en forme de V qui en compose la truffe. Cette tête s'est probablement formée parce que quelque chose de lourd s'est retrouvé sur un ancien trou dans le sol. Celui-ci était rempli soit de lave, soit de boue. Le relief ressemblant à un nez est, quant à lui, censé provenir d'une éruption. Mais pourquoi continuons-nous de voir ces choses étranges sur Mars? Parfois, notre cerveau peut nous leurrer et nous laisser voir des choses telles que des visages ou des objets dans les rochers et la nature. Mais tout cela n'est qu'une illusion, appelée pareidolie. La pareidolie est un phénomène psychologique qui nous laisse voir des motifs ou des formes familières, surtout des visages, là où il n'en existe aucun. Cela se produit parce que lorsque le cerveau est confronté à quelque chose qu'il ne reconnaît pas ou ne comprend pas immédiatement, il essaie de se rappeler des choses qui y ressemblent le plus. Il perçoit ainsi des motifs, des textures ou des sons étrangers comme quelque chose de significatif et de reconnaissable. C'est pourquoi une chaise avec des vêtements dessus peut ressembler à une figure d'épouvante pendant la nuit. Cela vous fait également voir des visages ou des formes dans les nuages, ou déceler des sons reconnaissables et même des mots dans un bruit incongru. C'est une preuve fascinante de la complexité de notre perception. Mais nous devrions également nous prémunir contre cela, et ne pas trop laisser courir notre imagination.
Il te regarde fixement et tu le regardes en retour. Un œil géant qui semble t'attirer dans l'abîme. Tu le survoles à bord de ton vaisseau spatial. Mais aussi effrayé que tu puisses être, il te faut quand même faire ton travail. Tu diriges donc ton vaisseau vers la surface de la planète rouge. Et oui, c'est là que tu te trouves, à survoler Mars. Mais chaque chose en son temps. Tu prends un moment pour te rappeler tout ce que tu sais au sujet de la 4e planète la plus proche du Soleil. C'est la dernière des planètes intérieures. Ce sont ces planètes qui se trouvent dans le périmètre de la ceinture d'astéroïdes. On les appelle aussi des planètes telluriques, car elles sont composées de roches et de métaux. L'atmosphère de Mars est beaucoup plus fine que celle de la Terre. Elle contient 95% de dioxyde de carbone et à peine 1% d'oxygène. En d'autres termes, n'envisage même pas de retirer ton casque. De toute façon, il n'y a pas de temps à perdre. Tu atterris à la surface de la planète et tu te retrouves au beau milieu d'un monde rouge brunâtre. Heureusement que tu portes une combinaison spatiale. L'endroit est glacial. Le thermomètre cousu dans la manche de ta combinaison indique moins 62 degrés Celsius. Il est temps de faire ton premier pas sur la surface martienne. La planète a l'air assez colorée, et la teinte d'une zone spécifique dépend des minéraux qui composent son terrain. Le sol sous tes pieds est couvert d'une fine poussière. Elle ressemble à de la rouille. La même poussière orangée se trouve en suspension dans l'air. Heureusement que tu as ta propre réserve d'oxygène et que tu n'as pas besoin de respirer l'air martien. Cette couche de poussière qui recouvre la surface de Mars peut avoir une épaisseur de 2 à 12 mètres. Tu croises les doigts en espérant ne pas être avalé par les sables mouvants martiens. Tu commences à marcher et tu te sens très léger. Mars ne représente que 15% du volume de notre planète et à peine 11% de la masse terrestre. Cela signifie que la gravité est beaucoup plus faible ici. Cette attraction ne représente que 38% de celle qui règne à la surface de la Terre. Tu fais de petits sauts, puis tu essayes de courir sur plusieurs centaines de mètres. Tu n'as même pas transpiré une goutte. Ce qui rend l'exploration à pied plus difficile, c'est que la surface de la planète est très accidentée, couverte de cratères et de volcans, d'anciens lits de lacs asséchés et de canyons. Tu vois quelque chose d'énorme qui se dresse à l'horizon. Mais tu essayes de réprimer ta curiosité. Tu auras suffisamment de temps pour découvrir de quoi il s'agit plus tard. Soudain, un nuage massif apparaît au loin. On dirait qu'un énorme troupeau s'approche de toi au galop. En réalité, tu ferais mieux de remonter à bord de ton vaisseau et de t'envoler aussi vite que possible. C'est l'une des fameuses tempêtes de poussière martienne. Elles se produisent principalement pendant l'été dans l'hémisphère sud de la planète rouge. Et elles peuvent parfois recouvrir la planète entière. On peut même apercevoir les plus grandes d'entre elles depuis la Terre. Tu sautes dans ton vaisseau et tu mets le cap sur l'œil qui t'avait tant effrayé. Des canaux sinueux qui ressemblent à des veines traversent ce globe oculaire. Mais plus tu t'approches, moins cela ressemble vraiment à un œil. Bientôt, tu réalises que c'est un cratère. Il est gigantesque, près de 30 km de diamètre. Autour du cratère, qui semble même avoir une pupille, se trouvent d'autres cratères encore plus grands. Ils se sont probablement formés il y a des milliards d'années. C'est à cette époque que Mars a dû essuyer les multiples assauts de roches venues de l'espace. Mais pourquoi ce cratère oculaire est-il plus sombre que le paysage environnant? Les scientifiques pensent qu'autrefois, de l'eau martienne se trouvait dans l'énorme fosse. Et tu te souviens de ces canaux? Ce sont eux qui transportaient probablement cette eau. Comme le cratère était rempli d'eau, cela a empêché certaines substances et certains minéraux de s'éroder. Maintenant, tu te souviens de cette chose imposante à l'horizon? Il est temps d'aller l'explorer. Quand tu t'en approches, tu réalises qu'il s'agit du plus grand volcan bouclier de tout le système solaire, Olympus Mons. Il fait plus de 595 km de diamètre, ce qui est presque la même taille que l'État d'Arizona. Tu inclines la tête. Waouh, la montagne fait 25 km d'altitude. Elle est aussi entourée de falaises de 6 km de haut. Faisons quelques comparaisons pour mieux visualiser la taille de ce volcan. Le plus grand volcan sur Terre est le Mauna Loa, qui s'élève à environ 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer et s'étend sur 120 km. Cela semble impressionnant, mais le volume d'Olympus Mons est environ 100 fois plus conséquent que celui du Mauna Loa. Le géant martien pourrait avaler toute la chaîne des îles hawaïennes, de Kauai à Hawaï. Mais pourquoi ce volcan est-il si grand? Cela pourrait être le résultat d'une gravité plus faible et d'une fréquence d'éruption plus élevée. Ou la raison pourrait venir de la croûte de la planète rouge, qui est très différente de celle de la Terre. Elle est statique. Sur notre planète, la croûte est composée de 15 à 20 plaques tectoniques en mouvement constant. Lorsque les plaques se déplacent sur des points chauds regorgeants de lave, de nouveaux volcans se forment et ceux qui existaient déjà s'éteignent. C'est pourquoi la lave peut atteindre la surface par de nombreuses débouchées. Mais sur Mars, la croûte n'est pas scindée en plaques similaires à celles de la Terre.
Et la lave n'a rien d'autre à faire que de s'accumuler dans un seul très grand volcan. Alors, pourquoi ne pas regarder cette énorme montagne de plus près? Mais à peine es-tu descendu de ton vaisseau que le sol martien sous tes pieds se met à trembler. C'est un tremblement de Mars. Mais comment cela peut-il se produire si Mars n'a pas de plaque tectonique active en mouvement? Les spécialistes de la NASA sont convaincus que ces tremblements se produisent lorsque l'énergie à l'intérieur de la planète est soudainement libérée. Cela entraîne des fractures de la roche et des fissures dans la croûte de la planète. Une autre secousse puissante et l'une de ces crevasses s'ouvre juste à côté de toi. Tu tombes au sol, trop terrifié pour bouger. Mais bientôt, tout se calme. Tu attends quelques minutes, juste pour être sûr, et tu te lèves. Oh, regarde! Voici une occasion parfaite d'explorer les entrailles de la planète rouge. La fissure est suffisamment grande pour y envoyer un robot de recherche. La croûte de la planète est fine et se compose de roches basaltiques. L'épais manteau qui entoure le noyau de la planète est composé de silicate, d'oxygène et de quelques autres minéraux. Tu pourrais le comparer à une sorte de dentifrice fait de roches. Le manteau martien est aussi moins imposant que celui de la Terre. Son épaisseur n'est que de 1300 à 1800 km. Quant au noyau de la planète, il est composé principalement de fer, de nickel et de soufre et mesure entre 1400 et 1900 km de large. Ce noyau ne bouge pas. C'est pourquoi Mars ne dispose pas d'un champ magnétique. Malheureusement, ton drone est maintenant perdu dans les profondeurs de la planète rouge. Tu le laisses là et continues ton exploration. Ta prochaine destination est Valles Marineris. Ce nom évoquerait presque une sauce tomate à l'italienne, mais c'est en réalité un immense canyon, ou plutôt un système de canyons, qui longe l'équateur de Mars. Il est tout aussi impressionnant qu'Olympus Mons, plus de 4200 km de long et plus de 6 km de profondeur. Il est tellement vaste qu'il pourrait s'étendre sur l'ensemble des États-Unis, du Pacifique à l'océan Atlantique. Faisons une autre comparaison. L'un des canyons les plus célèbres de la Terre est le Grand Canyon en Arizona. Mais il est 10 fois moins long et environ 4 fois moins profond que le canyon de Mars. Certains scientifiques pensent que Valles Marineris est le bord d'une énorme plaque tectonique. Elle se déplace si lentement que presque rien ne s'est produit dans cette région depuis des millions d'années. Et le mouvement de cette plaque a probablement commencé il y a 3,5 milliards d'années. Bref, la seule chose qu'il reste sur ta liste de choses à faire aujourd'hui est de visiter les lunes de Mars. Ah, quelle belle famille cosmique. Voici Mars. Je parie que tu l'as déjà rencontré. Ces deux petits bonshommes sont Phobos et Deimos, les petites lunes de Mars. Mais il semble que Mars ne les traite pas comme il se doit. On pense que Phobos et Deimos sont des astéroïdes capturés. Toutefois, en raison de la gravité, Phobos se rapproche progressivement de Mars, et l'on prévoit qu'il finira par être détruit par la gravité de la planète dans les 35 millions d'années à venir. Je ne serai plus là à cette période. J'imagine donc qu'il en résultera un anneau de débris autour de Mars, semblable aux anneaux de Saturne. Cependant, ce processus est un phénomène naturel, et non pas un acte destructif de la part de Mars. Apparemment, Phobos est en train de se faire détruire par les forces gravitationnelles folles de la planète rouge. Mais ce n'est pas tout. La surface de Phobos est parcourue de sillons parallèles bizarres. On pensait que ces sillons étaient dus à la chute d'un astéroïde. Mais les scientifiques pensent aujourd'hui qu'ils résultent en fait de l'intense gravité de Mars, qui tire la Lune vers le bas. Voilà ce qu'on appelle un voyage mouvementé. Les scientifiques ont l'idée saugrenue que lorsqu'une petite lune, comme Phobos, se rapproche trop d'une grande, comme Mars, elle commence à s'étirer vers cette dernière. C'est ce qu'ils appellent la force de marée. On prévoit que Phobos s'étire tellement qu'il se désagrège. C'est fou, non? Et les débris de la Lune formeront un petit anneau autour de Mars, tout comme les anneaux de Saturne. Certains pensaient que les rayures tigrées de Phobos étaient dues aux forces de marée. Mais cette théorie a été écartée parce que la Lune est trop duveteuse. Mais aujourd'hui, ces chercheurs de génie ont effectué des simulations informatiques et ont découvert qu'il y a probablement une coquille dure sous tout ce duvet qui pourrait créer des sillons à la surface. Mais ne t'inquiète pas, au rythme où va Phobos, il s'écrasera sur Mars dans environ 40 millions d'années. Mais si les forces de marée le déchirent déjà, il pourrait ne pas durer aussi longtemps. Cependant, nous aurons encore l'occasion d'en apprendre davantage sur Phobos. La NASA vient de sélectionner 10 chercheurs de renom, originaires de tous les États-Unis, pour faire partie de l'équipe de travail scientifique de la mission MMX, Martian Moons Exploration de la JAXA,
l'agence d'exploration aérospatiale japonaise. En tant que scientifiques participants soutenus par la NASA, ils aideront la JAXA à explorer les 2 lunes martiennes, Phobos et Deimos. Ils prévoient même d'atterrir sur Phobos et de prélever un échantillon de sa surface. Le lancement de la mission est prévu pour 2024 et nous mettrons la main sur cet échantillon en 2029. 7 des heureux chercheurs utiliseront les instruments de volume MMX pour mener leurs recherches. Phobos est une véritable bizarrerie. Il ne mesure que 27 km de large et orbite autour de Mars à une distance de 6000 km. Pour être plus précis, c'est bien plus près que la Lune de la Terre, qui met 27 jours à tourner autour de nous. Mais Phobos est dans une spirale de mort vers Mars et tombe lentement vers la surface de la planète à une vitesse de 6 pieds tous les 100 ans. Mais il doit y avoir une raison pour que Mars agisse aussi méchamment, non? Et si c'était par simple vengeance? D'accord, imagine un peu. Mars s'occupe de ses affaires. Elle est chaude et humide comme une jeune Terre. Elle dispose d'un champ magnétique qui la protège des radiations cosmiques et maintient une atmosphère agréable et épaisse. La vie est belle. Mais voilà qu'au moins 20 astéroïdes, chacun de la taille d'un petit pays, viennent s'écraser sur Mars comme dans une gigantesque partie de whack-a-mole cosmique. L'un d'entre eux laisse même un cratère de près de 2000 miles de large. Imagine maintenant ce que doit ressentir Mars en ayant 2 astéroïdes pour lune, et sachant ce que d'autres astéroïdes ont fait à la planète rouge. Tous ces impacts sont comme un coup de poing massif dans les entrailles de Mars, et son champ magnétique, déjà faible, est frappé de plein fouet. Le noyau surchauffe et ne peut plus circuler correctement, ce qui signifie qu'il n'y a plus de champ magnétique pour protéger la planète. C'est comme si tu ne portais rien à une profondeur équivalente à celle de la fosse des Mariannes. Si c'était possible, tu serais sans défense. Et frigorifié, c'est en gros ce qui est arrivé à Mars. La pauvre planète se retrouve donc dans le froid, sans protection contre tous ces méchants rayons cosmiques. C'est comme sortir sans crème solaire, ce n'est pas une bonne idée. Mais au moins, nous pouvons apprendre des erreurs de Mars et faire en sorte que la Terre ne subisse pas le même sort. Peut-être devrions-nous commencer à investir dans une assurance contre les astéroïdes. Mais croyez-moi, la planète rouge n'est pas du tout méchante. En fait, elle est plutôt amicale. Alors que Mars semble être assez dur envers Phobos, il y a une chose qui pourrait prospérer avec son aide. Une équipe de scientifiques a trouvé le moyen de faire pousser du riz sur Mars. Oui, tu as bien entendu. Ils ont utilisé le MMS. Pas le moyen dépassé d'envoyer des photos, mais un sol spécial appelé Morave Mars Simulant. Il est censé imiter le sol martien. Mais voilà le hic. Le sol martien contient des sels de perchlorate qui peuvent être toxiques pour les plantes. L'équipe a donc cultivé 3 types de riz, un normal et 2 modifiés par des mutations génétiques qui les rendent plus aptes à gérer le stress comme la sécheresse ou la salinité. Et devine quoi? Les souches mutantes ont pu s'enraciner dans un sol contenant 1 gramme de perchlorate par kilogramme. Bravo à la Terre martienne. Mais attends un peu. Le riz cultivé dans le MMS n'a pas donné d'aussi bons résultats que celui cultivé dans du terreau ordinaire. L'équipe a donc décidé de mélanger un quart du terreau avec le simulant martien, et voilà. Les plantes ont commencé à mieux se développer. Ces scientifiques ne pensent pas seulement à nourrir les martiens. Ils veulent aussi voir si leurs découvertes peuvent aider à cultiver des plantes dans des endroits de la Terre où la salinité est élevée. Le projet a démarré lorsque 2 chercheurs se sont rencontrés autour d'un café et ont décidé d'essayer de faire pousser des plantes ensemble. C'est bien, non? Mais si l'on veut cultiver du riz sur Mars, il faut faire venir des quantités folles d'eau de la Terre, car il n'est pas facile d'étancher la soif de cette plante. Tu as raison, il faut environ 1700 litres d'eau pour faire pousser une livre de riz. Mais devine quoi? Des scientifiques ont récemment fait une annonce révolutionnaire lors de la Lunar and Planetary Science Conference au Texas. Ils ont trouvé un glacier relique près de l'équateur de Mars. C'est exact, il y a de la glace d'eau sur Mars, même près de l'équateur. C'est une grande nouvelle qui pourrait signifier qu'il y a encore plus de glace juste sous la surface. Il ne s'agit pas de n'importe quel glacier, mais d'un glacier relique dont la longueur est estimée à 6 km et la largeur à 4 km. C'est la taille d'une petite ville. Il présente toutes les caractéristiques d'un glacier, y compris les champs de crevasses et les bandes de moraines. Mais attention, il ne s'agit pas de glace, mais d'un dépôt de sel qui s'est formé sur le glacier tout en préservant sa forme. Comment ce dépôt de sel s'est-il formé? Il se trouve que les matériaux volcaniques qui recouvrent la région pourraient y être pour quelque chose.
Lorsque ces matériaux entrent en contact avec la glace d'eau, des sels de sulfate peuvent se former et s'accumuler pour former une couche dure et croûteuse. Au fil du temps, l'érosion a éliminé les matériaux volcaniques, exposant les sulfates et révélant les caractéristiques uniques du glacier. Ce glacier est jeune. Il date probablement de la période géologique amazonienne. Cela signifie qu'il y a eu de la glace à la surface de Mars dans un passé récent. Qui sait quels autres secrets glacés Mars cache? Mais attends un peu, il y a encore des recherches à faire. Les scientifiques doivent déterminer s'il y a encore de la glace d'eau préservée sous le dépôt de sel ou si elle a entièrement disparu. Et s'il y a encore de la glace d'eau à faible profondeur près de l'équateur, cela pourrait avoir des implications majeures pour l'exploration humaine. Imagine que tu puisses extraire de l'eau du sol dans un endroit plus chaud. Cela changerait la donne. Voyons donc ce que ces scientifiques découvriront d'autre sur notre voisine rouge préférée. Peut-être qu'un jour, nous pourrons même visiter la statue du glacier de sel en personne. À la prochaine. Wouch! Les tempêtes de poussière sur Mars peuvent être vraiment dingues. Elles se précipitent sur l'hémisphère sud de la planète rouge, en particulier pendant l'été. Ces tempêtes peuvent grossir et englober de vastes étendues de la planète. Comme cela s'est produit en janvier 2022. À ce moment-là, une tempête de poussière a recouvert presque 2 fois la superficie des États-Unis. Est-ce que ça pourrait être ce qui a causé la disparition d'un des robots que nous avons envoyés sur Mars? L'atmosphère et le climat sont durs sur Mars. Il s'agit principalement d'un désert avec des vents forts et des températures moyennes de moins 63 degrés Celsius. Elles descendent jusqu'à moins 140 degrés Celsius au pôle pendant l'hiver. Un atterrisseur martien doit être équipé de manière spécifique et être très robuste pour résister à ce genre de conditions. Mais les chercheurs pensaient que celui-ci serait capable d'effectuer le difficile voyage vers la planète rouge. Le 2 juin 2003, une équipe de chercheurs a préparé l'un des robots pionniers qu'ils s'apprêtaient à envoyer dans l'espace. Il s'agissait d'un petit atterrisseur compact nommé Beagle 2. Sa mission consistait à atterrir sur Mars et à rechercher ce que le monde entier cherchait depuis des décennies. De la vie sur la planète rouge. L'atterrissage était prévu le 25 décembre, mais le signal n'est jamais parvenu. L'équipe a essayé de contacter l'engin spatial, mais à un moment donné, ils ont dû accepter qu'ils ne seraient pas en mesure de le joindre. Certains ont estimé que l'atterrissage était finalement trop difficile et complexe, et que l'atterrisseur s'était probablement écrasé. Mais ils n'ont pas décelé d'erreur technique. D'autres ont émis une théorie selon laquelle le module aurait pu s'empêtrer dans son propre parachute et tomber à la surface de Mars. Dans tous les cas, le Beagle 2 a été porté disparu jusqu'en 2015, lorsque la NASA a pris des photos de ce qui pourrait être les restes du module perdu. Il ne s'agissait pas seulement de débris endommagés, les composants semblaient en fait intacts. Les restes de la sonde reposaient avec ses panneaux solaires, partiellement déployés à environ 5 km du site où elle était censée se poser. Apparemment, Beagle 2 a réussi à se poser, mais son antenne radio s'est retrouvée coincée. C'est pourquoi les chercheurs n'ont pas pu le contrôler depuis la Terre ou communiquer avec lui. Mais personne ne sait exactement pourquoi c'est arrivé. As-tu déjà entendu parler d'un visage sur Mars ? Dans les années 1970, l'un des orbiteurs de la NASA a pris les célèbres images de la surface martienne qui montraient une formation ressemblant à un visage, comme tu peux le voir dans la partie supérieure de l'image. Si tu fais preuve d'un peu d'imagination, tu peux facilement voir un nez, 2 yeux, une bouche et une coupe de cheveux originale. Certains ont même pensé qu'il s'agissait d'un monument construit sur la planète rouge par une autre civilisation. Et que penses-tu d'autres choses inhabituelles que les gens ont trouvées sur Mars, comme le cratère du visage heureux? On peut facilement comprendre pourquoi ils portent ce surnom. Ou encore des roches de formes différentes, une crêpe, un brachiosaure ou même un poisson. Mars possède aussi une île en forme de gaufre à sa surface. C'est un élément de 2 km de large que l'on peut voir dans une zone de coulée de lave. Cela pourrait être le résultat de la lave qui a poussé cette formation par le dessous. Il semble que les astronomes aient aussi reçu des images de dunes bleues. Il s'agit d'une mer de superbes dunes sombres que des vents violents ont sculptées en longues lignes. Elles entourent la calotte polaire nord de la planète et couvrent une région aussi grande que le Texas. Yeeha! La planète rouge est généralement connue pour ses dunes de sable brun. Alors celles-ci ont certainement été une véritable surprise. Mais en réalité, elles ne sont pas vraiment bleues. Si tu pouvais aller sur Mars en ce moment pour y jeter un coup d'œil, tu verrais que ces dunes sont brunes et oranges comme les autres. Et la photo est une image en fausse couleur. Les scientifiques utilisent souvent les fausses couleurs pour mettre en évidence les différences entre 2 éléments. Par exemple, ici, c'est la différence de profondeur. Par ailleurs, la plus grande vallée sur Mars est si grande qu'elle pourrait avaler notre Grand Canyon au petit déjeuner. C'est un fascinant système de canyon de 4000 km de long, appelé Valles Marineris.
et il est 10 fois plus long que le Grand Canyon. Si on pouvait étirer ce canyon martien, il irait d'une côte à l'autre des États-Unis. Comme Mars n'a pas de tectonique de plaques active, personne ne sait avec certitude comment ce canyon s'est formé. Selon une théorie, une chaîne de volcans, Dôme de Tharsis, située à l'autre côté de Mars, celle qui comprend Olympus Mons, a courbé la croûte martienne depuis le côté opposé de la planète. Cette puissante force a provoqué des fissures dans la croûte et mis en mouvement les énormes quantités d'eau qui se trouvaient sous la surface. Cette eau a ensuite émergé et a sculpté la roche. Cette force a aussi animé les glaciers, et il semble possible qu'ils aient créé de nouveaux chemins dans ce gigantesque système de canyons. Les volcans de la surface martienne pourraient être entrés en éruption il y a environ 50 000 ans, bien que les éruptions les plus puissantes se soient produites il y a 3 à 4 milliards d'années. Mais la planète ne compte pas de volcans actifs aujourd'hui. L'essentiel de la chaleur stockée à l'intérieur de la planète pendant sa formation s'est dispersé. Donc à présent, la croûte externe de Mars est bien trop épaisse pour que la roche fondue atteigne sa surface. Mais il y a très longtemps, des éruptions ont formé des volcans gigantesques. Et ces volcans ont très probablement joué un rôle important dans la fonte des dépôts de glace, qui ont libéré des crues d'eau sur la surface martienne. Mars a une atmosphère mince, avec un volume de gaz, principalement du dioxyde de carbone, inférieur à 1% de celui de la Terre. Mais il y a 4 milliards d'années, elle était beaucoup plus chaude et humide que maintenant. Son atmosphère devait aussi être plus épaisse qu'à cette époque. C'est pourquoi elle a pu générer un puissant effet de serre et piéger la lumière du Soleil. Mars possédait aussi un puissant champ magnétique. Comme celui de la Terre, il s'était formé à cause des courants de métaux en fusion dans le noyau de la planète. Mais contrairement à notre planète, Mars a perdu son champ magnétique suite au refroidissement de son noyau. Et sans lui, la planète n'avait aucune protection contre les vents solaires, qui sont un flux de particules chargées provenant du Soleil. Le vent solaire a arraché la plupart de l'atmosphère de Mars en seulement 200 millions d'années, à peu de choses près. C'est ce qui rend ces puissantes tempêtes de poussière martienne encore plus intenses. Mars a une histoire fascinante, à en juger par les glaciers de la planète. Planète qui a probablement connu de multiples périodes glaciaires, tout comme la Terre. Une équipe de chercheurs a obtenu des images d'environ 60 000 roches martiennes. Ces roches étaient de différentes tailles et réparties un peu partout, ce qui signifie qu'elles se sont probablement formées au cours de différentes périodes glaciaires. Les glaciers recèlent aussi leur propre histoire. Qui sait quel type de gaz, de roches ou même de microbes pourrait être piégé à l'intérieur ? Si tu pouvais monter dans une machine à remonter le temps et l'arrêter il y a 4 milliards d'années, sur Mars bien sûr, il y a de fortes chances que tu assistes à des scènes d'inondations spectaculaires. Peut-être y aura-t-il même une forme de vie à la surface de la planète. Un fort impact de météorites responsable de la formation du cratère Gale sur la planète rouge pourrait être à l'origine de cette méga inondation. Après cette collision, les températures sur la planète sont devenues incroyablement élevées. Cela a provoqué la fonte de toute la glace qui était stockée sur la surface martienne à ce moment-là. L'inondation était tellement immense qu'elle a altéré la structure géologique de la surface de la planète. Elle a creusé de grandes rides et des vagues dans la roche sédimentaire. En parlant d'eau, on a remarqué que de la vapeur s'échappait de l'atmosphère de Mars. De plus, les chercheurs ont trouvé des preuves de présence d'eau à la surface de la planète. Le sol présente des stries sombres qui semblent s'agrandir en été et rétrécir en hiver. La planète compte de nombreuses vallées et rivières asséchées. Il est possible que de l'eau liquide y ait coulé autrefois. Maintenant, la plupart de cette eau pourrait être renfermée dans des calottes glaciaires ou même cachée sous la surface. De plus en plus de choses nous laissent penser que Mars a un jour été habitable. Mars est la seule planète que nous connaissions où vivent uniquement des robots. 5 rovers composent la population martienne. Il s'agit de Perseverance, Opportunity, Spirit, Sojourner et Curiosity. Ces robots sont là pour prendre des photos et prélever des échantillons de sol et d'air et peut-être même trouver de la vie sur la planète rouge. Et un jour, nous les retrouverons peut-être sur Mars. Qui sait ? Ah, et au fait, si tu pouvais vraiment monter dans une machine à remonter le temps et l'arrêter il y a 4 milliards d'années sur Mars, j'aimerais beaucoup t'inviter à déjeuner pour en parler. C'est moi qui régale. Imagine que tu sois l'une des premières personnes envoyées pour explorer Mars. Alors que tu approches de la planète rouge, quelque chose d'étrange et d'effrayant attire ton attention. Là, oui, juste là. Ne ressemble-t-elle pas à une tête d'ours en peluche ? Qui donc pourrait bien avoir créé le museau d'un ours au beau milieu d'un cratère ? Hélas, ou devrait-on dire heureusement, cette tête d'ours n'a rien de mystérieux. Il s'agit seulement d'un exemple frappant de pareidolie faciale.
Il s'agit d'une tendance très humaine à distinguer des visages dans les objets du quotidien. Mais en parlant de cette découverte martienne, devrions-nous renommer le phénomène en pareidolie de l'ours? D'accord, regarde plutôt ça. Tu vois cette colline en forme de V qui ressemble à un nez. Ensuite, il y a 2 cratères qui ressemblent à des yeux. Enfin, une fracture circulaire, la tête entoure le nez et les yeux. Les experts pensent que ce visage a pu être créé lorsqu'un dépôt s'est déposé sur un cratère d'impact enfoui. Quant au nez, il pourrait s'agir d'une cheminée volcanique ou de boue, entourée de coulées de lave ou de sédiments solidifiés. Quoi qu'il en soit, ce cratère ressemble à la tête d'un ourson. Ça, on te l'accorde. Mais grâce à IRIS, la caméra High Resolution Imaging Science expérimente de la sonde Mars Reconnaissance Orbiter, un autre des très nombreux acronymes de la NASA, nous avons pu observer beaucoup d'autres cratères bizarres sur la planète rouge, comme des visages souriants, un oiseau ou un éléphant. Tout d'abord, jetons un coup d'œil au célèbre « Visage de Mars ». Ces images ont été prises pour la première fois par l'orbiteur Viking en 1976. À l'époque, la résolution était évidemment très faible et l'éclairage se trouvait incliné. Ce qui a produit ce résultat qui a choqué les gens dans les années 1970. Un visage taillé dans la roche qui regarde vers la Terre. Cela signifiait-il qu'une autre civilisation sur Mars avait créé ce monument? Non. Regarde donc une photo du même endroit prise par l'actuel Mars Reconnaissance Orbiter. La résolution est bien meilleure et le visage s'est miraculeusement transformé en une colline ordinaire. Ou encore, ce tout petit Bigfoot dont l'image a été prise en 2008. On dit tout petit parce que cette créature ne mesure que quelques centimètres. Et lorsque la photo a été prise, Bigfoot ne se trouvait qu'à quelques mètres de l'appareil. Et ici, un petit curieux a zoomé sur un rocher et a repéré quelque chose qui s'apparentait à un gorille. C'est ainsi que certains ont commencé à croire qu'il y avait des singes sur Mars. Oui, vraiment. Permets-nous de te présenter quelques autres exemples de créatures et de visages imaginaires de la planète rouge. La plupart d'entre eux proviennent d'une série d'images prises par la caméra Thémis. Elle se trouve actuellement à bord de la sonde Mars Odyssey, qui n'a besoin que de 2 heures pour accomplir une orbite autour de la planète rouge et qui transporte d'importants instruments scientifiques. Faisons maintenant la connaissance de My Happy Martian. Ce cratère de 3 km de large a été photographié en 2008. La chaîne de cratères suivante ressemble à une grosse abeille, avec ses ailes faites de débris d'impact. L'ensemble a probablement été créé par une météorite tombée à un angle très incliné, et qui s'est brisée en morceaux juste avant l'impact. Vois-tu ici un mammouth laineux ou un éléphant? Les coulées de lave d'une région de Mars ont imprimé cette image sur son sol rougeâtre. La région elle-même, appelée Elysium Planitia, est célèbre pour arborer les plus jeunes coulées de lave de la planète. Par exemple, celle qui ressemble à un éléphant s'est probablement formée au cours des 100 derniers millions d'années. Ah, ça ne me rajeunit pas. Parlons maintenant d'amour, ou plutôt de son symbole, le cœur. Tu aimes ces 2 cœurs à la surface de la planète rouge? Celui-ci est en fait le sommet d'une mésa soulignée par le gel environnant. Et cette forme de cœur-ci est due à un cratère d'impact qui a arraché les matériaux sombres de la surface et exposé un sol plus clair en dessous. Une partie de ces matériaux a probablement volé au loin, créant ainsi ce cœur. Et voici un colibri couvert de poussière. Peux-tu distinguer son long bec et sa tête? Les scientifiques ne savent pas exactement comment cette forme est apparue, mais ils pensent que l'érosion et le vent ont joué un rôle dans sa création. Les dépôts minéraux sombres sur ces dunes ressemblent à un loup hurlant à la lune. Et ici, vois-tu une série d'engrenages imbriqués? Et cette image-là ressemble à la lettre T, n'est-ce pas? Ces fractures à angle droit ont été créées par l'étirement tectonique de la croûte martienne. Penses-tu que nous pourrions découvrir d'autres lettres de l'alphabet sur Mars? Pourquoi pas, après tout? Et maintenant, que dire d'une autre chose étrange que les astronomes ont remarqué à la surface de Mars? Est-ce que c'est la porte de la maison de quelqu'un? C'est le rover Curiosity de la NASA qui a transmis cette image à la Terre. Elle est devenue virale. Parce que cette formation juste ici, tu vois, ressemble à s'y méprendre à une porte. Malheureusement, les scientifiques, fidèles à leur esprit cartésien, n'ont pas tardé à nous décevoir. Ils ont avancé qu'il s'agissait simplement d'un élément naturel du paysage martien. Plusieurs indices leur ont fait penser qu'il ne s'agissait pas d'une véritable porte. Par exemple, l'ouverture est minuscule, à peine 1 mètre de haut. Ils sont persuadés que ce que nous prenons pour une porte n'est en fait qu'une anfractuosité dans la roche créée par des forces naturelles, comme le vent et l'érosion. Si tu regardes la roche de près, tu remarqueras peut-être des strates, c'est-à-dire des couches de limon qui ressortent parce qu'elles sont plus dures que le matériau qui les entoure. Ces strates plongent ici, à gauche, et un peu plus haut, à droite.
Elles sont probablement apparues il y a environ 4 milliards d'années, dans le lit d'une rivière ou une dune balayée par le vent. Depuis que ces strates sont devenues invisibles, les puissants vents martiens les ont encore plus érodées. Et regarde plutôt ça, tu vois ces fissures? C'est ainsi que les roches se dégradent sur la planète rouge. Cette petite grotte s'est probablement formée lorsque plusieurs fractures ont traversé les strates. Un rocher assez gros a pu s'effondrer sous son propre poids, et c'est ainsi qu'est née l'ouverture en forme de porte. Cette théorie semble tout à fait plausible, car même si la gravité sur Mars n'est pas aussi forte que sur Terre, elle l'est tout de même suffisamment pour accomplir cela. D'ailleurs, tu vois ce rocher à droite de l'ouverture? Il présente un bord vertical étrangement lisse. Ce doit être lui le responsable, et il s'est probablement affaissé il n'y a pas si longtemps. Mais la planète rouge n'est pas la seule à pouvoir se targuer de ces formations inhabituelles. Prenons par exemple cette comète. Cette image a été prise par la sonde européenne Rosetta en 2014. Vois-tu un visage sur son côté droit? Ou prends encore la Lune. Voici son célèbre lapin. Il est assis à l'envers, les oreilles dirigées vers le bas. Certains voient aussi un homme sur la Lune. Il peut s'agir de son visage ou de son corps tout entier. Si quelqu'un distingue la figure humaine dans son ensemble, il aura généralement l'impression qu'elle porte un bâton. Parfois, il s'agit d'un crapaud. Pour le repérer, il suffit de regarder en haut à gauche de notre satellite. Le crapaud est tourné vers le haut, tu vois? Maintenant, regarde cette étoile à neutrons qui tourne sur elle-même. Un tel astre est le noyau effondré d'une étoile gigantesque d'une masse totale de 10 à 25 masses solaires. À l'exception des trous noirs et de certains objets hypothétiques, comme les étoiles à quarks ou les trous blancs, les étoiles à neutrons sont les objets stellaires les plus denses et les plus petits que nous connaissions. Quoi qu'il en soit, revenons à cette étoile en particulier. Comme tu le vois, cet objet spatial situé à 17 000 années-lumière de la Terre est entouré d'un nuage de particules énergétiques. Cette image, prise par Chandra, le télescope spatial à rayons X de la NASA, est parue en 2009 et est rapidement devenue virale. Tout cela parce que de nombreuses personnes ont repéré une structure ressemblant à une main au milieu de toute cette matière spatiale en suspension. La NASA a expliqué que l'étoile tournait à une vitesse prodigieuse et qu'elle projetait de l'énergie dans l'espace environnant. Cela crée des structures complexes et intrigantes, comme la grande main cosmique que tant de gens voient ici. Observe maintenant la nébuleuse de la tête de cheval dans la constellation d'Orion. Il s'agit d'un nuage sombre et glacial de poussière et de gaz qui a été observé pour la première fois en 1888. Cette ombre est sculptée dans la poussière même. À la base de la nébuleuse, on compte de nombreux points lumineux. Ce sont de jeunes étoiles en cours de formation. Observe plutôt cette étoile extrêmement brillante en haut à gauche de la tête de cheval. Son rayonnement est si intense que l'étoile commence à éroder le nuage qui l'entoure. Cela signifie que dans des millions d'années, la nébuleuse pourrait ne plus ressembler à une tête de cheval. Nous, on ne sera plus là à ce moment-là. Enfin, le très grand télescope de l'Observatoire européen austral a capturé une image dans laquelle on peut observer la collision de 3 galaxies différentes. On peut même observer l'effet qu'elles exercent l'une sur l'autre. Mais le plus singulier, c'est qu'en entrant en collision, elles ont créé cette forme reconnaissable. Ne ressemble-t-elle pas à un colibri géant de l'espace ? Vois-tu, dans les années 1970, les scientifiques ont découvert une mystérieuse anomalie gravitationnelle appelée le Grand Attracteur. Attends, mais c'était mon surnom au lycée. Bref, il s'agit d'un endroit dans le cosmos qui attire des centaines de galaxies, dont notre propre Voie lactée. Tu ne pourras pas le voir car il se trouve de l'autre côté de notre galaxie, à environ 150 millions d'années-lumière. Le Grand Attracteur se trouve en fait dans la direction que les scientifiques appellent habituellement la zone d'évitement. Ah tiens, j'en ai une aussi, c'est mon tiroir à chaussettes. Il y a tellement de poussière et de gaz dans cette région que nous ne pouvons pas distinguer ce qu'il s'y passe. Cette zone bloque la plupart de la lumière visible provenant de l'au-delà. Mais toute cette poussière et ce gaz ne bloquent pas les rayons X, ni la lumière infrarouge. Donc, avec le développement de l'astronomie en rayons X, les chercheurs pourraient enfin commencer à observer tous les objets de cette zone, y compris cette mystérieuse force qui attire tout. Mais jusqu'à présent, personne n'a encore compris pourquoi cela se produisait. Notre Lune pourrait être 200 millions d'années plus jeune que ce que nous pensions auparavant. De nombreux scientifiques pensent que la Lune s'est formée lors d'une puissante collision entre notre planète et un corps inconnu de la taille de Mars. La poussière et les débris en fusion se sont rassemblés et ont formé un nouvel objet que nous connaissons sous le nom de Lune. La croûte lunaire a probablement traversé un processus de solidification pendant plus de 200 millions d'années. Savais-tu qu'il existait à l'origine un océan de magma sur la Lune? Les scientifiques ont constaté cette réalité après y avoir découvert de grandes quantités de minéraux légers appelés plagioclases. Ce matériau se cristallise généralement et flotte à la surface du magma.
En tout état de cause, ces minéraux avaient 4,36 milliards d'années, ce qui signifie qu'ils se sont formés 200 millions d'années après l'apparition des premiers matériaux solides de notre système solaire. Ainsi, la théorie selon laquelle la Lune s'est formée pendant ce chaos cataclysmique pourrait être vraie. Si tu atterris sur la Lune un jour et que tu laisses ton empreinte à sa surface, elle peut y rester pendant 1 million d'années. Tu verrais aussi les empreintes d'autres astronautes, même si personne n'a atterri sur sa surface lunaire depuis des décennies. La Lune n'a pas d'atmosphère qui lui soit propre. Il n'y a pas de vent ou d'autre chose qui puisse balayer la poussière et effacer les empreintes de pas. Nous le percevons comme un petit point quelque part au loin. Mais en réalité, le Soleil est si grand que si c'était une sphère creuse, tu pourrais la remplir avec plus d'1 million de terres. Le Soleil représente 99,86% de la masse de l'ensemble de notre système solaire. Un autre objet énorme de notre système solaire est Jupiter. Elle est 11 fois plus grande que notre planète. À titre de comparaison, la Terre n'a même pas la taille de la grande tache rouge. Cette énorme tempête fait rage sur Jupiter depuis plus d'1 siècle. Et non, elle n'est ancrée à rien de solide, puisque Jupiter est une géante gazeuse. Elle est semblable à un ouragan colossal de forme ovale, de couleur rougeâtre et assez vaste pour engloutir notre planète entière. Il fut un temps où elle était 3 fois plus grande que notre planète. Mais au cours des siècles, elle a rétréci tout en s'étirant. Quant à Jupiter elle-même, cette géante gazeuse est une sorte d'aspirateur qui garde notre système solaire en sécurité. Jupiter possède une gravité incroyablement forte, qui dévore les comètes ou les astéroïdes qui pourraient potentiellement nuire à notre planète natale. Dans certains autres systèmes planétaires, les géantes gazeuses semblables à Jupiter migrent de la position où elles se sont formées. Elles spiralent vers l'intérieur et se rapprochent de leur étoile mère. Et pendant leur voyage, elles avalent de petites planètes telluriques. Ou bien leur immense force gravitationnelle projette ces planètes hors de leur système solaire. Heureusement pour nous, la force gravitationnelle de Jupiter ne fonctionne pas de cette façon. Si les planètes semblables à Jupiter restent éloignées de leurs étoiles, elles assurent la sécurité de leur système planétaire en protégeant les petites planètes qui se trouvent dans leur orbite intérieure. Jupiter, par exemple, peut influer sur les orbites des petits corps spatiaux qui s'approchent trop près des planètes intérieures. C'est pourquoi cette géante gazeuse est une excellente gardienne de notre système solaire. Il existe un trou noir supermassif qui parcourt l'espace à une vitesse de 4 800 000 km/h et laisse une traînée de débris derrière lui. J'avais un petit frère qui faisait pareil. Il est environ 1 million de fois plus lourd que notre Soleil, et en ce moment, il se trouve à 2 milliards d'années-lumière de la Terre. Ce trou noir a commencé comme tous les autres dans sa propre galaxie elliptique avec de nombreuses étoiles qui l'entouraient. Les trous noirs supermassifs se forment souvent et restent dans le centre des galaxies, mais celui-ci s'est échappé. Une théorie affirme que ce trou noir est différent, car la galaxie où il s'est formé a peut-être rencontré une autre galaxie à un moment donné. Parfois, les galaxies fusionnent pour former une nouvelle galaxie à part entière si cela se produit. Mais pas cette fois-ci. Au lieu de fusionner, la galaxie de ce trou noir a traversé une galaxie bien plus grande il y a des millions d'années. Cette galaxie gigantesque avait déjà avalé d'autres galaxies en cours de route. Et comme elle était si grande, la galaxie qui entourait notre trou noir supermassif a fini par être déchirée. Le trou noir en son centre est parvenu à s'enfuir, avec certaines des étoiles proches. Ce qui a laissé cette traînée brûlante s'étendant par-delà l'espace environnant. Les super tempêtes solaires sont si puissantes qu'elles peuvent provoquer des coupures de courant dans le monde entier. Des éruptions aléatoires en provenance du Soleil provoquent ces tempêtes solaires, et elles peuvent vraiment se produire à tout moment. En 2012, nous avons eu de la chance, car la tempête solaire la plus puissante des 150 dernières années est passée très près de nous. Elle s'est simplement contentée de croiser l'orbite de la Terre. Si elle s'était produite seulement une semaine plus tôt, notre planète aurait dû faire face à des conséquences terribles, notamment des coupures de courant sur l'ensemble du globe. Les sursauts de rayons gamma sont suffisamment puissants pour détruire des planètes. Nous parlons de sursauts extrêmement forts, qui se produisent principalement dans des galaxies très très lointaines. Si ces rayons sont dirigés directement vers un objet spatial, ils peuvent l'anéantir complètement, même si nous parlons là d'une planète entière. La Terre est en sécurité pour l'instant, et nous n'avons pas grand-chose à craindre. Un sursaut gamma se produit dans notre galaxie environ une fois tous les 5 millions d'années. Heureusement, il se produit trop loin et n'affecte pas la vie sur Terre. Tout cela, en somme, ne nous regarde pas, mais c'est tout de même effrayant. De la glace brûlante, ça existe. Il peut être difficile de se l'imaginer ici sur Terre, mais une étrange planète appelée Gliese 436b consiste littéralement en une boule de glace brûlante. Elle a beau être couverte de glace, elle présente en même temps une température de 440 degrés Celsius.
Tu ne peux pas vraiment la voir brûler car il y a trop d'eau sur cette planète. C'est en raison de sa forte attraction gravitationnelle qui attire les molécules d'eau vers le cœur de la planète et les entasse de façon incroyablement dense. De cette façon, les molécules d'eau ne peuvent pas s'évaporer, et c'est pourquoi la glace à la surface de la planète ne fond jamais. Il existe des étoiles qui peuvent croquer d'autres étoiles. Ces objets spatiaux sont pour la plupart des étoiles plus petites, dotées d'une masse plus faible. Elles ciblent les étoiles plus proches et commencent à absorber leur combustible hydrogène de façon à augmenter leur propre masse et généralement vivre plus longtemps. Une étoile vampire se teinte d'un bleu éclatant. Elle devient aussi plus chaude. Ainsi, elle donne l'impression d'être beaucoup plus jeune qu'elle ne l'est en réalité. Si une étoile, ou tout autre objet d'ailleurs, tombe dans un trou noir, elle se trouve étirée comme un plat de spaghettis. Ce processus est même appelé spaghettification. L'univers n'est pas statique. Il évolue en permanence et grandit dans toutes les directions. Il est en expansion et les scientifiques l'ont découvert il y a presque un siècle. Mais il ne le fait pas à un rythme stable. Plus le temps passe, plus l'univers s'étend rapidement. Et par conséquent, les étoiles, les planètes et les galaxies s'éloignent de plus en plus les unes des autres, ce qui laisse plus d'espace entre elles. Mais alors, dans ce cas, l'univers est censé se refroidir à mesure qu'il s'étend, n'est-ce pas ? Car après tout, il était beaucoup plus dense et beaucoup plus chaud lorsque le Big Bang s'est produit. Et pendant son expansion, l'espace s'est refroidi, créant ainsi les conditions nécessaires à la formation de planètes, d'étoiles et d'autres objets spatiaux. En réalité, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe actuellement, et les scientifiques ont été tout aussi surpris de le découvrir. Notre univers se réchauffe. Ils ont observé la température de gaz cosmiques éloignés de notre planète natale par rapport à de jeunes gaz plus proches de la Terre. Comme on mesure les distances spatiales en années-lumière, les régions plus éloignées sont comme une fenêtre sur le passé, tandis que les régions plus proches permettent une observation du temps présent. Bref, ils ont découvert que la température d'un certain gaz dans l'espace a augmenté plus de 10 fois au cours des 10 derniers milliards d'années, et la température du gaz cosmique répandu dans tout l'univers peut atteindre environ 2 millions de degrés Celsius. Waouh! À mesure que l'univers s'étend, la force gravitationnelle fait son œuvre et tire le gaz et la matière noire ensemble. Elle fait un travail assez titanesque puisqu'elle crée des galaxies et des amas de galaxies à partir de ces matières. Et ce processus est totalement chaotique. Tellement chaotique que de plus en plus de gaz se réchauffent pendant que tout cela se produit. L'espace était extrêmement chaud lorsqu'il venait de se former il y a 13,7 milliards d'années. Et s'il redevenait aussi chaud? Les scientifiques observent la situation. Ils ont découvert que les températures dans l'espace ont augmenté en mesurant les gaz cosmiques, en utilisant une méthode appelée décalage vers le rouge. Ils utilisent généralement cette méthode lorsqu'ils veulent voir à quelle distance se trouvent certains objets spatiaux. Ceux qui sont plus proches de nous ont des longueurs d'onde lumineuses plus courtes. Plus un objet est éloigné, plus ses longueurs d'onde lumineuses sont longues. Et on peut déterminer la température d'un certain objet à partir de sa lumière. En moyenne, l'espace est un endroit plutôt froid. La lueur résiduelle du Big Bang s'appelle CMB, qui est l'abréviation de Cosmic Microwave Background, fond diffus cosmologique en français. Il est si puissant et intense qu'il baigne l'univers entier dans la lumière. C'est la seule chose qui réchauffe significativement la matière. Mais il existe de nombreux mécanismes, à plus petite échelle, qui contribuent à réchauffer la matière dans l'univers. Et ils pourraient s'emballer si l'espace se réchauffe. Prenons les étoiles par exemple. Elles émettent un rayonnement qui affecte la poussière et le gaz à proximité. Elles rayonnent aussi dans l'infrarouge lointain. Lorsqu'une étoile est à son stade initial, le rayonnement qui en provient forme des structures protoplanétaires qui ressemblent à des disques. Ils se forment principalement dans un seul plan. Et une étoile centrale brillante produit un gaz avec des reflets bleus. Il s'est passé la même chose avec notre système planétaire. Une forte énergie et des forces gravitationnelles ont provoqué des collisions, de la poussière et du gaz dans un tourbillon incontrôlé qui a formé des planètes. C'est pourquoi la plupart des planètes de notre système solaire orbitent dans la même direction. C'est aussi la direction dans laquelle ce tourbillon géant tournait il y a longtemps. Étoiles actives, galaxies en collision, cataclysmes stellaires, trous noirs, étoiles à neutrons, l'univers a tellement de sources d'énergie. Et lorsqu'on entoure la matière normale de l'espace d'un environnement aussi énergique, elle se réchauffe considérablement. Lorsque tu chauffes quelque chose, de l'énergie en rayonne d'une certaine façon. Dans la plupart des cas, les galaxies n'ont que quelques zones où les étoiles se forment, dans des régions où le gaz s'effondre.
Une bulle qui entoure cette zone contient de l'hydrogène ionisé. Les 3/4 de notre Soleil sont constitués d'hydrogène. Grâce à cet hydrogène, le Soleil nous tient chaud. Dans son noyau, l'hydrogène se transforme en hélium et provoque une fusion atomique. C'est comme ça que notre Soleil libère son énergie. Les radiations chauffent tout ce gaz à des millions de degrés. En même temps, il ionise un grand nombre d'atomes et de molécules, ce qui signifie qu'il les transforme en ions. Les atomes sont des particules neutres, tandis que les ions sont des particules chargées négativement ou positivement. Si l'univers se réchauffe, notre Soleil pourrait aussi se réchauffer. Si sa température atteignait 30 000 degrés Kelvin, il pourrait devenir suffisamment chaud pour ioniser tous les matériaux qu'il a précédemment éjectés. Et cela pourrait créer une véritable nébuleuse planétaire. Il s'agirait d'une nébuleuse en forme d'anneau qui se forme généralement à cause d'un gaz en expansion qui entoure une étoile vieillissante. Comme la température ne cesse d'augmenter, l'hydrogène s'ionise. À quelques milliers de degrés, cela pourrait rendre les nébuleuses de notre système solaire roses avec des lignes d'émission. Notre Soleil pourrait arriver à sa fin s'il atteignait la température de 50 000 degrés Kelvin. Et si tu pouvais flotter dans l'espace et t'en approcher, tu le verrais briller dans des tons verts sinistres à cause de l'oxygène doublement ionisé. Les phénomènes à haute énergie font en sorte que davantage de galaxies entrent en collision. Cela chauffe encore plus les gaz et finit par provoquer des émissions de rayons X. Maintenant, qu'en est-il des trous noirs et des étoiles à neutrons qui rayonnent ? Quand ils s'emballent, ils peuvent façonner des galaxies entières et qui sait quoi d'autre ? Peut-être aurons-nous aussi plus de masers. Ce sont des lasers naturels produits par notre univers. Ils apparaissent lorsque de grandes populations de molécules reçoivent de grandes quantités d'énergie. À l'heure actuelle, les scientifiques ont trouvé le maser le plus puissant, mais aussi le plus éloigné, et il est si puissant qu'il est plus lumineux que la lumière que produirait 6000 soleils, et ce, dans une seule ligne d'émission. Peut-être que nous découvrirons alors des masers encore plus puissants, dans le cas où nous serions encore là. Parce qu'à mesure que l'univers se réchauffe, le rayonnement cosmique devient plus fort, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour la vie sur Terre. L'augmentation du rayonnement cosmique pourrait nous nuire. Qui sait si la vie serait même possible sur Terre dans ce cas, ou si la puissante force gravitationnelle ne ferait pas s'écraser notre planète natale sur une autre. Mais peut-être que la vie telle que nous la connaissons ne disparaîtrait pas complètement. Ou si cela arrivait, elle pourrait retrouver sa place d'une manière ou d'une autre, peut-être dans un avenir lointain. Il est possible que notre univers puisse de nouveau accueillir la vie dans ses formes primitives. Cela n'a pas l'air très plausible quand on pense au chaos que le Big Bang a provoqué, n'est-ce pas ? Mais ce n'était que le début. Après que les choses se sont un peu calmées, les restes des premières étoiles ont formé des planètes telluriques. Dans notre système solaire, il s'agit de la Terre, Mars, Mercure et Vénus. Tu ne peux pas poser les pieds sur les autres car ce sont des géantes gazeuses. À l'époque, le rayonnement était assez intense, donc les planètes telluriques avaient un environnement adéquat pour se former. Car il faut beaucoup d'énergie pour faire tourbillonner la poussière et les particules et cuire une planète à ce point. Cette période de temps coïncide à 50 cm avec la gravité terrestre. Contrôle effectué. Maintenant, le simulateur va recréer la surface de Mercure. Oula, il fait super chaud ici! Oui, c'est comme si tu te trouvais à côté d'un volcan. Tu sautes à une hauteur de 1,20 m. On passe à Vénus. Waouh, ça fait peur. Sur la vraie planète Vénus, tout est toxique. Et oui, la gravité sur Vénus est presque la même que sur Terre. On passe à la Lune. La gravité sur la Lune est 10 fois moins forte que celle de la Terre, 2,70 m. La planète suivante est Mars. On est pas mal ici. La gravité sur Mars est pareille à celle de Mercure. 1,20 m. Prépare-toi à galérer maintenant. Hein? Quoi? Qu'est-ce que vous... Il n'y a pas de surface solide sur Jupiter. Bien que Jupiter soit plus grande en taille, sa gravité de surface n'est que 2,4 fois plus forte que celle de la Terre. C'est bon pour moi. On passe à Saturne.
Pas de surface solide ici non plus. La gravité de Saturne est plus ou moins la même que celle de la Terre. C'est parti pour Uranus. Il fait tellement froid. Ici, il fait pourtant 5 fois plus chaud que sur la vraie planète Uranus. Vraiment? Je sens plus mes jambes. Un peu plus de 50 cm. La gravité est tellement moins forte que sur Terre. Et maintenant, voici Neptune. Tu sautes à 40 cm de hauteur. De toutes les créatures de notre planète, celle-ci pourrait bien être la seule capable de survivre aux conditions extrêmes de Mars. Le tardigrade. Ces petits êtres sont également appelés oursons d'eau ou cochons de mousse en raison de leur apparence singulière. On les trouve littéralement partout sur Terre, des dunes côtières aux montagnes, des luxuriantes forêts tropicales amazoniennes aux paysages arides de l'Antarctique. Bien que certains tardigrades vivant sur Terre, ces créatures nécessitent une fine pellicule d'eau autour de leur corps pour assurer les échanges gazeux et maintenir leur hydratation. C'est pourquoi ils préfèrent les sols humides, les mousses ou les feuillages couverts d'eau. En tant qu'animaux aquatiques, ils privilégient généralement des milieux d'eau douce comme les lacs, rivières et étangs. Vous n'avez probablement jamais rencontré ces incroyables animaux auparavant, car ils ne mesurent qu'à peine un demi-millimètre de long, ils sont à peine visibles à l'œil nu. Mais étant pratiquement immortels, ils ont également développé des techniques de survie exceptionnelles. Si nous les embarquions dans un petit vaisseau spatial pour les envoyer sur Mars, ils seraient d'abord quelque peu contrariés par la température. Certes, ils peuvent survivre dans une fourchette thermique extrêmement large, allant de moins 272 degrés Celsius à 150 degrés Celsius. Pourtant, Mars a beau paraître ardente en photo, mais en réalité, elle est bien plus froide que la Terre. En effet, les températures y sont extrêmement basses, car Mars est plus éloigné du Soleil et possède une fine atmosphère, ce qui fait qu'elles peuvent descendre jusqu'à moins 129 et grimper jusqu'à 21 degrés Celsius. À titre de comparaison, sur Terre, la température la plus basse a été enregistrée en Antarctique avec moins 89 degrés Celsius, tandis que la plus élevée a été relevée en Californie, dans le comté d'Inyo, à 56 degrés. Les tardigrades sont aussi très résistants aux pressions élevées. Ils peuvent supporter une pression 6 fois supérieure à celle trouvée au fond de l'océan. En effet, pour chaque 10 mètres parcourus sous la surface, la pression double. Ainsi, à une profondeur de 3800 mètres, la pression est 383 fois plus forte qu'à la surface. Dans les zones les plus profondes de l'océan, elle peut même atteindre 1100 fois celle de la surface. La pression sur la planète rouge est environ 6 fois supérieure à celle des abysses océaniques. Cela ne faciliterait guère l'adaptation de ces petites créatures. Elles devraient évoluer au cours des prochaines générations pour devenir encore plus résistantes et pouvoir ainsi survivre aux conditions de la planète Mars. La nourriture serait également un problème majeur pour eux. Certains tardigrades se nourrissent principalement de plantes comme la mousse, les algues ou certaines plantes à fleurs, accompagnées de quelques bactéries. D'autres sont carnassiers et consomment de plus petits tardigrades ou d'autres organismes microscopiques. Or, ils ne trouveraient rien de tel sur Mars. Il faudrait donc équiper leurs petits vaisseaux spatiaux de réserves alimentaires suffisantes qu'ils pourraient aspirer au moyen de leur bouche tubulaire. Un autre défi de taille serait l'eau. La planète rouge est aujourd'hui un désert sec et poussiéreux, bien que les rives et deltas asséchés témoignent d'un passé où l'eau coulait à sa surface. On a longtemps cherché à comprendre où cette eau a bien pu disparaître, mais il est probable qu'une grande partie de cette eau ancienne se soit retrouvée piégée dans les minéraux de la croûte martienne. Des études antérieures suggéraient que la majeure partie de cette eau s'était échappée dans l'espace lorsque le rayonnement solaire avait désintégré l'atmosphère de Mars. Toutefois, des recherches plus récentes ont montré que seule une petite quantité d'eau s'était échappée, tandis que l'essentiel était encore présent, dissimulé et attendant d'être découvert. Il y a quelques années, des chercheurs ont découvert des traces de minéraux hydratés sur les pentes de Mars, où ils ont observé d'étranges traînées sombres qui semblaient s'écouler en contrebas. Ce phénomène se produit principalement pendant les saisons chaudes et disparaît lorsque les températures chutent. Ces écoulements saisonniers sur Mars, également appelés écoulements sombres équatoriaux ou RSL, pourraient être la preuve de la présence d'eau liquide sur Mars. Les scientifiques ont trouvé certains minéraux qui renforcent cette hypothèse. Ils peuvent abaisser le point de congélation de l'eau, un peu comme le sel sur les routes glacées. C'est pourquoi ils pensent qu'un flux souterrain peu profond d'eau saumâtre pourrait être responsable de ces traînées. Les tardigrades, vraisemblablement dotés d'instincts exceptionnels, pourraient détecter la présence d'eau sur Mars bien avant nous. Et même s'ils n'y parvenaient pas immédiatement, ils disposeraient de stratégies pour survivre pendant un moment. Par exemple,
lorsqu'ils perdent 99% de leur contenu en eau. Ils peuvent de mettre en pause la plupart de leurs fonctions vitales et demeurer dans cet état pendant plusieurs années. Ces créatures peuvent absorber des impacts extrêmement puissants qui écraseraient d'autres animaux, y compris les humains. Ils résistent également à des niveaux de radiation si élevés qu'ils seraient fatals à quiconque. Si un jour nous envoyons des tardigrades sur Mars, ce ne sera pas leur première aventure spatiale. En 2019, une sonde baptisée Bereshit a été envoyée sur la Lune, emportant des milliers de tardigrades, la première bibliothèque lunaire, des échantillons d'ADN humain et une archive de la taille d'un DVD contenant 30 millions de pages d'informations. L'objectif était de créer une archive de toutes les connaissances accumulées par l'humanité. Mais quelques secondes avant l'alunissage, le centre de contrôle de la mission a perdu le contact avec son vaisseau, qui s'est écrasé sur la surface lunaire. L'équipe s'est interrogée sur le sort de sa cargaison. Après de nombreux débats et analyses, on a supposé que la bibliothèque avait subsisté. Et, plus incroyable encore, que les tardigrades avaient peut-être également survécu. Dans cet état de déshydratation, une sorte de dormance, les tardigrades se recroquevillent en petites boules. Ils réduisent leur métabolisme et expulsent la majeure partie de l'eau de leur corps, attendant un environnement plus favorable pour redevenir actifs. Ces créatures peuvent rester ainsi pendant des décennies et survivre à des conditions extrêmement rudes. Et ce n'était pas la première aventure spatiale des tardigrades. En 2007, une équipe de scientifiques avait envoyé un groupe de ces petits oursons d'eau en orbite autour de la Terre, à l'extérieur de la fusée Photon M3, pendant une dizaine de jours. Ils ont montré une remarquable résilience, étant donné que 68% d'entre eux ont survécu au retour sur Terre. Les scientifiques ne misent pas uniquement sur les tardigrades. Ils testent également d'autres formes de vie susceptibles de survivre sur Mars. Une expérience nommée Biomex a été conduite sur la Station spatiale internationale. De minuscules organismes, tels que des algues, des bactéries et autres créatures similaires, ont été exposés continuellement à des conditions spatiales extrêmes pendant 18 mois. Cela incluait d'énormes variations de température, des radiations intenses et le vide spatial. De manière étonnante, de nombreuses petites formes de vie ont survécu à ces conditions et sont revenues sur Terre comme de véritables héros de l'espace. Elles pourraient donc probablement faire face aux défis de la vie martienne. Les scientifiques ont également étudié les archées, d'anciens micro-organismes présents dans l'eau de mer Salée depuis plus de 3,5 milliards d'années. Certains de leurs cousins arctiques ont survécu à des conditions similaires à celles de l'espace. Mais la vie sur Mars n'a peut-être rien de nouveau en soi. Il y a des milliards d'années, la planète rouge ressemblait probablement à la Terre, avec la présence d'eau, un ingrédient essentiel à la vie. Les scientifiques pensent que de petits organismes appelés méthanogènes auraient pu prospérer là-bas. Ces organismes se cachaient sous la surface pour se protéger des radiations sévères. Ils respiraient de l'hydrogène et du dioxyde de carbone, expirant du méthane. En consommant l'hydrogène, un puissant gaz à effet de serre à l'époque, ils auraient pu excessivement refroidir la planète. Il est donc possible que ces microbes anciens soient encore prisonniers de la glace, profondément enfouis sous la surface. Ils pourraient être plongés dans un profond sommeil, attendant des conditions plus favorables pour se réveiller, ou peut-être de nouveaux amis venus de la Terre. Comment vous préparez-vous pour un long voyage? Vous recherchez probablement l'itinéraire sur Google Maps ou regardez un tutoriel sur YouTube. Ou peut-être demandez-vous à quelqu'un qui s'y est rendu récemment. Mais que faire si vous vous rendez dans un endroit où les humains n'ont jamais mis les pieds? Oui, nous parlons de notre voisine, la planète rouge. La NASA prévoit une mission vers Mars pour la fin des années 2030 ou début 2040. C'est assez loin dans le futur. Alors pourquoi commencer à se préparer dès maintenant? Eh bien, ce n'est pas aussi éloigné que vous ne le pensez. Les aspirants astronautes passent au moins 2 ans à s'entraîner juste pour sortir dans l'espace. Pour chaque heure qu'ils y passent, ils doivent passer 10 heures sous l'eau sur notre planète. Cette formation ne s'applique qu'aux sorties spatiales et à la Station spatiale internationale. Jusqu'à présent, quelques 600 personnes sont allées dans l'espace, mais les humains n'ont jamais posé le pied sur Mars. Voyager vers cette planète nécessitera un différent type de formation. Existe-t-il une région de la Terre qui s'apparente beaucoup à Mars? Les astronautes des missions Apollo se sont entraînés dans le Nevada. C'est là que Neil Armstrong et ses camarades astronautes ont eu un aperçu de ce à quoi ressemblerait la surface de la Lune. Mais Mars est bien différente de la Lune. Elle a une gravité conséquente et une atmosphère. À cet égard, elle ressemble plus à notre propre planète, à un certain pays en particulier, l'Islande.
La NASA a utilisé cette île, située dans le grand nord de l'Europe, comme terrain d'essai pour sa mission Mars 2020. Non, la mission n'impliquait pas que des humains atterrissent sur la planète rouge. Juste le petit rover Perseverance, à la recherche de signes de vie. Mais ce robot haut de gamme avait toujours besoin de s'entraîner. Effectuons un petit test de notre propre crue. Comparez les paysages de Mars et de l'Islande. Avez-vous du mal à repérer la différence? Bon, cela signifie que les scientifiques ont choisi le terrain d'entraînement idéal pour la prochaine mission habitée sur Mars. Une zone entièrement stérile et dépourvue de vie. C'est ainsi qu'un chercheur impliqué dans la mission a décrit l'Islande. Et cette description correspond parfaitement aux conditions que rencontreront les futurs astronautes sur Mars. Mais qu'a l'Islande de si spécial? On y trouve des vallées qui ont été créées par des éruptions volcaniques. L'île est encore jeune en termes géologiques. Pour faire simple, elle est encore en formation. Des coulées de lave, de l'eau, des volcans, des vents violents. L'Islande ne manque de rien. Le surnom celle-ci est d'ailleurs le pays de la glace et du feu. La population de l'île est d'à peine plus de 350 000 habitants. Pour comparaison, la ville de Cleveland dans l'Ohio a plus de résidents que tout le territoire islandais. Mais la taille n'est pas toujours importante. Vous vous rappelez de l'Euro 2016, lorsque l'Angleterre a perdu face l'Islande 2-1. Leurs joueurs sont devenus des stars du jour au lendemain. Mais les Islandais sont plus proches des étoiles que vous ne le pensez. Le pays a sa propre agence spatiale, l'Iceland Space Agency. Et oui, vous avez bien entendu. À vrai dire, cette agence n'est en réalité composée que de 2 personnes qui tentent de promouvoir l'Islande comme analogue terrestre de la planète Mars. En bref, cela signifie que l'Islande ressemble beaucoup à la planète rouge. Le duo local voudrait pousser les scientifiques à choisir l'Islande comme terrain d'entraînement pour les futurs astronautes. Leur argument principal, c'est que ça revient moins cher. Envoyer des gens et du matériel dans l'espace est très coûteux, bien entendu. Si l'on en croit Elon Musk, chaque lancement de SpaceX coûterait environ 2 millions de dollars. C'est bien moins qu'un lancement typique de la NASA. Une grande partie de la recherche spatiale se déroule sur Terre. L'Antarctique est idéal pour étudier les terres froides et désolées de l'espace lointain. L'île d'Hawaï est parfaite pour explorer les tubes de lave et la composition des roches. Imaginez simplement la logistique nécessaire pour conduire des expériences dans ces 2 régions en même temps. C'est là qu'intervient l'Islande. Elle possède des environnements diversifiés qui sont relativement proches les uns des autres. Alors, que feront exactement en Islande les futurs astronautes destinés à la planète Mars? Pour répondre à cette question, remontons le temps. Le Nevada n'était pas le seul endroit que les astronautes de la NASA aient visité il y a plus d'un demi-siècle. Ils se sont également préparés à marcher sur la surface de la Lune en Islande. Leur objectif principal était de collecter des échantillons de roches. On peut en trouver principalement près des volcans et des champs de lave, or l'Islande en a beaucoup. Environ 60% du paysage local est rocheux et accidenté. Cela rend cette île, de la taille du Kentucky, comparable à une autre planète. Ajoutez à cela le fait que 80% de l'Islande soit inhabitée, et vous obtenez l'aire de jeu parfaite pour les futurs astronautes. Et il existe une autre similitude avec Mars. En été, le soleil semble ne jamais se coucher en Islande. Les Islandais font donc leur course à 3 heures du matin. En juin, par exemple, la nuit peut ne durer que 2 heures. Cela ressemble à une destination de rêve pour s'ébattre en plein air? Eh bien, pas vraiment. Qui voudrait faire la fête à une température glaciale de tout juste 5 degrés? C'est la température moyenne minimale en juin. Les futurs astronautes ont passé des semaines en Islande, à essayer de s'adapter à ces conditions étranges. Cela les aide à se préparer pour les longues journées sur Mars. Et ce n'est pas qu'une figure de style, car les journées sur la planète rouge sont plus longues que les journées terrestres de 40 minutes. Ce n'est pas grand-chose, si l'on considère la longueur des journées sur d'autres planètes. Sur Jupiter, une journée se termine en un peu moins de 10 heures, tandis qu'un jour sur Vénus équivaut à 243 jours terrestres. Mais atterrissons d'abord sur Mars avant d'envisager ces autres planètes, d'accord ? Que diriez-vous de faire un peu de calcul mental? Si un jour sur Mars est 40 minutes plus long que sur Terre, combien de temps dure une année martienne? Non. Je suis prêt à parier que vos calculs ne sont pas corrects. Vous aurez oublié de prendre en compte un détail important. La planète est plus éloignée du Soleil que la Terre. Cela signifie qu'une année martienne dure 687 jours, soit presque 2 fois plus longtemps qu'une année sur Terre. Désolé, futurs astronautes. Vous ne soufflerez vos bougies d'anniversaire une fois tous les 2 ans. Il y a un autre inconvénient avec la planète rouge. La température moyenne de la planète est de moins 60 degrés Fahrenheit. Cela fait du climat islandais un climat tropical en comparaison, n'est-ce pas?
Malgré ces conditions météorologiques extrêmes, les scientifiques pensent que de l'eau a déjà coulé sur Mars. Et là où il y a de l'eau, il y a de la vie. C'est pourquoi les scientifiques de la NASA ont déposé le petit rover au beau milieu du cratère G0, qu'ils soupçonnent d'avoir été autrefois un lac. C'est là qu'il aurait le plus de chances de découvrir des traces de vie passée. Et si des formes de vie existaient encore sur Mars? Il semble que ce ne soit plus de la science-fiction. La planète possède des calottes polaires, tout comme la Terre. Et ce n'est pas tout. Les chercheurs pensent même avoir détecté des chutes de neige sur Mars. Son atmosphère est 100 fois plus mince que celle de notre planète. Ce n'est pas une bouffée d'air frais, mais ce n'est pas non plus aussi inhospitalier que d'autres planètes. Sur Vénus, il pleut de l'acide et la température y est suffisamment élevée pour faire fondre le plomb. Et sur Jupiter, il y a des tempêtes gigantesques qui font rage pendant des siècles. De quoi vous faire retomber amoureux de notre chère planète bleue. Même l'Islande semble agréable à ce stade. Peut-être voudrez-vous même apprendre l'islandais? Si vous y parvenez, alors vous pourriez même vous intéresser au vieux norrois, la langue des Vikings. Et vous connaîtrez alors une centaine de mots pour désigner le vent. Cela vous sera utile, car la vitesse du vent sur l'île peut dépasser les 60 km/h. Une fois dehors, vous devez vous accrocher à une clôture ou à un panneau de signalisation pour ne pas perdre pied. Le climat de l'Islande vous fera réfléchir à 2 fois avant de vous y installer. Mais pour les astronautes qui se préparent à un autre monde, cet endroit est parfait. L'Islande est tout aussi impressionnante sous terre. À vrai dire, l'île pourrait détenir la clé permettant de soutenir la vie humaine sur Mars. La surface de cette planète n'est pas très accueillante. Son sol est caustique et empoisonné. Il peut facilement ronger une combinaison d'astronautes. Mais sous terre, les conditions de vie semblent plus tolérables. Et l'Islande offre un modèle préexistant de cette possible vie souterraine. Les tubes de lave. De longs tunnels creusés par la lave lorsqu'elle se ferait un chemin vers la surface. Ces corridors labyrinthiques sont de parfaits habitats humains. Et ils sont très économiques, puisque la nature les aura déjà conçus pour nous. Les futurs astronautes peuvent ainsi parcourir des tunnels de lave similaires en Islande. Et qui sait, un jour leurs pas prudents pourraient bien se transformer en bonds de géants pour l'humanité. La NASA a créé un super rover appelé Curiosity et l'a envoyé sur Mars pour découvrir tout ce que la planète rouge a à offrir, car elle deviendra peut-être notre prochaine demeure. Curiosity explore la surface de Mars, prend des mesures et recueille des données depuis plus de 10 ans, 2011. Et ce bon vieux Curiosity est tombé sur d'intéressantes roches froissées par les vagues dans une région de la surface martienne que l'on pensait beaucoup plus aride. Les scientifiques pensent que cette zone était en fait le lit d'un lac. Il pourrait en effet s'agir du fond d'un lac asséché, avec tous les sédiments et autres éléments qui s'y sont accumulés. Tout cela peut nous donner des indices importants sur l'histoire du lac. Par exemple, les types d'organismes qui ont pu y vivre, sa profondeur, sa durée d'existence, etc. Ces motifs striés formés par les vagues nous indiquent que ces roches ont pu se former à une époque où des vents puissants soufflaient avec force sur les eaux de cet ancien lac. Vous connaissez ce son particulier que l'on entend lorsque l'on porte un coquillage à son oreille? Il est dû à la façon dont l'air est piégé à l'intérieur du coquillage et à son frottement contre les parois de celui-ci. L'air ne pouvant s'échapper, il vibre à des fréquences qui dépendent de la taille du coquillage. Et oui, vous avez l'impression d'entendre le bruit des vagues s'écrasant sur un rivage. Et maintenant, j'imagine Mars, un endroit où l'on peut encore entendre le bruit des vagues battre les rives d'immenses lacs mystérieux, disparus depuis longtemps. Au cours de sa mission, Curiosity a également rencontré un objet métallique qui s'est avéré être une météorite. Cet étrange rocher venu de l'espace est composé de nickel et de fer. Il s'appelle Cacao, fait la taille d'une petite voiture, 2 mètres de long, et pèse plus d'1 tonne. Il s'agit d'une découverte importante, car il est rare de trouver des objets métalliques à la surface de Mars. La plupart des roches sont constituées de basalte ou d'autres matériaux volcaniques. Ce morceau de métal pourrait donc nous en apprendre davantage sur l'histoire de Mars et sur la façon dont la planète s'est formée. De plus, il est tout à fait remarquable. La surface de Mars est rouge à cause des oxydes, tandis que Cacao a un aspect métallique gris foncé.
Il est également arrondi et lisse, ce qui signifie bien qu'il a traversé l'atmosphère de Mars. D'autres robots ont exploré Mars. Par exemple, le Mars Reconnaissance Orbiter, ou MRO, de la NASA, a découvert des dunes de sable circulaires. Les dunes de sable sont très répandues sur la planète rouge. Elles se présentent sous différentes formes et tailles. Mais ces dunes circulaires-là sont beaucoup plus rares. Elles sont constituées de sable foncé et sont entourées de matériaux plus clairs. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont disposées selon un schéma spécifique, comme les rayons d'une roue. Cela pourrait être dû à la façon dont les vents soufflent à cet endroit. Mais revenons à notre ami Curiosity. Il a découvert bien d'autres choses intéressantes, comme les niveaux d'oxygène dans l'atmosphère de la planète, par exemple. Les niveaux changent en fonction des saisons. Il y a plus d'oxygène au printemps et en été. On ne sait pas encore pourquoi. Mais bien sûr, ces niveaux restent insuffisants pour que nous puissions respirer sur Mars. La concentration d'oxygène y est de 0,1%, soit environ 100 fois moins que dans l'atmosphère terrestre. L'atmosphère de Mars est principalement composée de dioxyde de carbone, avec des traces d'autres gaz. Curiosity a également décidé d'analyser l'âge des roches découvertes. Et il semble qu'elles soient beaucoup plus anciennes qu'on ne le pensait. Certaines remontent à plus de 3 milliards d'années. Notre rover a aussi trouvé des molécules organiques dans des échantillons de sol. Ces molécules sont en fait les éléments constitutifs de la vie. Cela ne prouve pas qu'il y ait effectivement de la vie sur Mars. C'est simplement l'un des éléments qui suggère qu'il pourrait y avoir eu une forme de vie il y a très longtemps. Curiosity a décelé des preuves potentielles de l'existence d'un grand réservoir d'eau liquide sous la calotte polaire sud, probablement très salé et rempli de différents minéraux. Cette salinité élevée est la raison pour laquelle cette eau pourrait rester liquide à des températures bien inférieures au point de congélation. Ce serait plutôt sympa de disposer d'un océan souterrain dans lequel se baigner, surtout lorsque ces vents martiens fous font rage à la surface. Et ce serait génial d'avoir quelque chose qui nous protégerait des niveaux de radiation insensés sur la planète rouge. Le sol martien contient des substances chimiques et des sels toxiques qui peuvent être très nocifs pour l'homme. Les astronautes pourraient être exposés à ces substances toxiques, soit par contact direct avec le sol, soit en inhalant des poussières contenant ces sels. De plus, ces substances pourraient poser un problème pour les cultures. Il s'agit d'une découverte très importante pour les futures missions sur Mars, car les astronautes devront être en mesure de cultiver leur propre nourriture pour pouvoir survivre. Un autre élément favorable à l'idée d'une vie potentielle sur Mars est la découverte de méthane. Le méthane est une découverte très importante car, habituellement, ce sont les organismes vivants qui le produisent. Sans eux, d'où pourraient-ils provenir ? En réalité, il y a plusieurs explications possibles. Il y a par exemple l'activité géologique des réservoirs souterrains. Une autre idée est que des météorites auraient apporté ce méthane sur la planète rouge. Fait intéressant, les niveaux de méthane sont plus élevés dans certaines zones. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais j'aime bien la théorie selon laquelle le méthane proviendrait d'organismes vivants. Il est possible que les volcans de Mars soient encore actifs. Nous savons qu'il existe de nombreux volcans éteints sur la planète rouge, mais nous n'avons jamais trouvé suffisamment de preuves pour affirmer que certains d'entre eux sont encore vivants. Des scientifiques ont étudié des dépôts volcaniques et ont découvert que certains volcans pourraient être entrés en éruption il y a environ 5000 ans. Auparavant, tout le monde pensait que la dernière éruption s'était produite il y a 3 à 4 milliards d'années. Si l'on pouvait comprimer l'histoire géologique de Mars en une seule journée, cela équivaudrait à une éruption survenue il y a 1 seconde. Alors, on ne sait jamais. Le magma bouillonne peut-être encore secrètement sous la surface martienne. Les générations futures venues y bâtir des colonies auraient de quoi vraiment s'amuser. Mais Mars est un endroit froid et stérile sur lequel la vie n'est plus possible. Et l'une des principales raisons est la perte de son atmosphère. La planète rouge avait autrefois une atmosphère beaucoup plus épaisse, semblable à celle de la Terre. Ce phénomène s'explique en grande partie par la faiblesse relative de son champ magnétique. Le champ magnétique terrestre protège notre atmosphère du vent solaire, un flux de particules chargées provenant de notre bel astre.
Sans un champ magnétique puissant, Mars n'a pas pu se protéger face à cette force dévastatrice qui a fini par emporter la plus grande partie de son atmosphère. Un autre facteur ayant joué un rôle important dans la perte de l'atmosphère de Mars est sa gravité relativement faible. La gravité de Mars étant plus faible que celle de la Terre, les molécules de gaz s'échappent plus facilement dans l'espace. Mars était donc assez proche de notre planète à une certaine époque. Mais avec son atmosphère ténue, elle ne peut pas conserver la chaleur, ce qui la rend très froide et très difficile à explorer pour nous. Mais c'est peut-être une bonne chose que nous n'ayons pas eu l'occasion de visiter la planète rouge à sa belle époque. On dit qu'un immense déluge y aurait eu lieu. Oui, Mars était très probablement plus humide et plus hospitalière qu'elle ne l'est aujourd'hui, avec de belles rivières et de magnifiques lacs, étangs et autres étendues d'eau. Certaines recherches ont également mis en évidence l'existence de grands canaux creusés à la surface de la planète. Ces canaux sont bien plus grands que tous ceux que nous avons pu découvrir par le passé. Ils suggèrent que ce grand déluge s'est produit il y a des milliards d'années. Il a peut-être été causé par différents phénomènes, tels que l'activité volcanique, la fonte des glaces et la libération de dioxyde de carbone par la croûte terrestre. Ce déluge aurait peut-être même créé des étendues d'eau temporaires. Espérons que nous trouverons davantage d'indices de la présence de traces de vie microbienne. Ce serait quand même sympa. Imaginez un monde où le paysage rouge et stérile de Mars est transformé en un verger luxuriant et verdoyant. Un monde où l'eau coule librement, sculptant des canyons et créant des lacs et des océans. Pouvons-nous créer un tel monde en apportant de l'eau terrienne sur Mars? Ne vous précipitez pas pour dire non. Explorons cette possibilité. Bien, disons que nous pourrions magiquement transporter toute l'eau de la Terre vers Mars. Cette cargaison immense serait une folie en termes d'ingénierie et de logistique. Alors, comment ferions-nous? Sachez tout d'abord qu'il s'agirait de millions et de millions de litres d'eau, ce qui n'est pas une mince affaire. Il nous faudrait des réservoirs d'une capacité incroyable pour contenir tout ça. Et il nous faudrait trouver comment les lancer dans l'espace. Une technologie hyper développée serait nécessaire, ainsi qu'une grande quantité de carburant. Nous pourrions créer une flotte entière de navettes spatiales, spécialement conçues pour cette tâche. Imaginez ça, de gigantesques vaisseaux-citernes, remplis de tonnes d'eau soigneusement recueillies, décollant de la surface de la Terre et projetés dans l'espace à une vitesse inimaginable. Plutôt cool comme spectacle, non? Mais une autre solution, sans doute plus efficace, serait de lancer sur un temps plus long un grand nombre de petits vaisseaux, chacun transportant une petite quantité d'eau, jusqu'à ce qu'il y en ait suffisamment sur la planète rouge. Imaginons donc que nous ayons réussi. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Après être arrivé sur Mars, il nous faudrait distribuer toute cette eau aux quatre coins de la planète. Un réseau de tuyaux souterrains serait nécessaire, ou des drones réservoirs envoyés dans différentes directions. Ce n'est là que le début et, comme vous pouvez le voir, les ressources et la logistique requises sont déjà colossales. De plus, une opération de cette ampleur nécessiterait d'immenses efforts coordonnés de la part des scientifiques, des ingénieurs et des agences spatiales. Et n'oublions pas les coûts. Pas étonnant que les scientifiques ne voient pas vraiment cela comme un projet viable. Mais l'échelle de cette opération n'est pas le seul problème. Imaginons que nous ayons tout compris et apporté cette eau de la Terre vers Mars. Et maintenant? Eh bien, croyez-le ou non, ce serait presque complètement inutile. Notre principal défi, ce serait l'atmosphère et le climat actuel de Mars. Mars est un désert sec, avec une atmosphère qui ne représente environ qu'1% de la masse de l'atmosphère terrestre. Du coup, toute cette eau versée à sa surface s'évaporerait très vite. Il serait difficile de créer un environnement stable si tous les lacs s'asséchaient en quelques secondes seulement. Et si l'eau ne s'évaporait pas, alors au contraire, elle se transformerait en glace. La température à la surface de Mars est bien en dessous de zéro. Une atmosphère ténue ne fait qu'aggraver les choses. Un autre défi est le champ magnétique de Mars est très faible, ce qui veut dire qu'elle est peu protégée contre les vents solaires. Les vents solaires sont des flux de particules chargées projetées par le Soleil. Et ils sont plutôt dangereux. Ils pourraient éliminer toute l'eau qu'on aurait déposée sur la planète. De plus, le rayonnement solaire sur Mars est beaucoup plus fort que sur Terre. La tâche de conserver de l'eau liquide serait donc encore plus difficile.
Et enfin, n'oublions pas qu'il nous faudrait aussi purifier cette eau afin de la rendre potable. Mais n'abandonnons pas. Si nous restons super optimistes, nous pouvons toujours essayer de résoudre ces problèmes. En gros, nous devons trouver un moyen de conserver de l'eau liquide quelque part pendant longtemps, en nous assurant qu'elle ne gèle ni ne s'évapore. Alors, on fait comment? Il y a plusieurs façons de s'y prendre. Premièrement, l'isolation. Nous pourrions envelopper tous nos conteneurs dans des matériaux isolants, dans de la mousse par exemple, ou un matériau réfléchissant qui empêcherait l'eau de geler. Deuxièmement, le chauffage. Nous pourrions utiliser des chauffages et autres appareils pour empêcher la congélation, même des couvertures thermiques. Mais cela nécessiterait beaucoup d'énergie, et ce serait très difficile. Troisièmement, des réservoirs souterrains. Nous pourrions creuser de grands trous et les recouvrir d'un matériau transparent qui laisserait passer la lumière du soleil. Ainsi, notre eau resterait bien au chaud. Quatrièmement, la salinité. Ajouter une petite quantité de sel ou d'autres minéraux dissous dans cette eau peut abaisser son point de congélation. Mais il nous faudrait énormément de sel pour les quantités dont nous parlons. Cette méthode n'est pas très efficace. Et enfin, cinquièmement, une serre. Nous pourrions construire une serre ou une autre structure capable de capturer la chaleur pour créer un environnement semblable à celui de la Terre. Cette option est probablement la meilleure. Après tout, une serre nous permettrait également de faire pousser des plantes et d'autres organismes. Hourra, la vie! Bien, admettons que nous avons découvert un moyen de stocker notre eau sur Mars et de la conserver à l'état liquide. Et maintenant, quel impact cela aurait-il sur Mars? En fait, ce serait formidable. Si nous déversions toute cette eau sur Mars, le climat de ce désert rouge en serait radicalement transformé. Tout d'abord, nous pourrions créer ce qu'on appelle un effet de serre. C'est lorsque les gaz dans l'atmosphère d'une planète retiennent la chaleur, provoquant une augmentation de la température globale. Et oui, c'est plutôt mauvais pour la Terre. Mais pour Mars, dont les températures varient entre 21 degrés Celsius et moins 129 degrés Celsius, ce serait génial. Cela pourrait entraîner un épaississement de l'atmosphère et conduire à la fonte des calottes glaciaires. Ne serait-ce pas incroyable? D'un désert stérile, Mars deviendrait soudain une Terre 2.0. Cela signifie également que l'atmosphère de la planète changerait. Par exemple, les modèles météorologiques. Des nuages se formeraient sur Mars. La pluie commencerait à tomber. Et la pluie, comme nous le savons, fait passer l'eau d'une région à une autre. Ce qui signifie que la végétation serait régulièrement arrosée. Mais tout ça n'est que spéculation. Nous ne pouvons pas être complètement sûrs du type d'impact qu'un transport d'eau sur Mars pourrait avoir sur le climat de la planète. Peut-être que pour créer cet effet de serre, il nous faudrait beaucoup plus d'eau que ce que nous pouvons transporter. Mais si malgré tous ces défis, nous réussissions notre mission et rendions Mars plus chaude et plus humide, la vie y naîtrait-elle? Malheureusement, c'est très improbable. Oui, l'eau est cruciale au développement de la vie, mais ce n'est pas tout ce dont nous avons besoin. La composition du sol martien n'est pas très favorable à la vie. Il est constitué du régolithe, qui est lui-même essentiellement composé de poussière, de sable et d'autres matériaux qui n'ont pas grand-chose à apporter aux plantes et autres organismes. Théoriquement, nous pourrions terraformer Mars. La terraformation est une modification graduelle d'une planète, un lent processus qui lui permet un jour d'abriter la vie. Mais c'est extrêmement complexe, difficile et coûteux. Et au fait, que deviendrait notre Terre dans cette histoire? Nous lui avons volé pas mal d'eau, n'est-ce pas? Du point de vue de la Terre, ce transport d'eau vers Mars nécessiterait une énorme quantité de ressources, de l'énergie, mais aussi différents matériaux. Et la quantité d'eau nécessaire serait littéralement stupéfiante. Une perte aussi importante dans les réserves terriennes aurait un impact significatif sur notre planète, surtout dans les régions où l'eau est déjà rare. Donc, en gros, c'est vraiment une mauvaise idée, peu importe le point de vue. Oui, ça peut sembler intéressant, mais ce n'est pas du tout un projet viable. Cela nécessiterait trop de ressources, trop d'argent, et ça ne vaudrait même pas le coup. C'est pourquoi les scientifiques et les agences spatiales ne prennent pas cette idée au sérieux. En outre, nous avons des objectifs beaucoup plus réalistes et réalisables dans le domaine de l'exploration martienne. Par exemple, nous étudions la géologie, l'atmosphère et la possibilité d'une vie passée ou présente.
Nous espérons ainsi trouver des ressources capables de constituer la base de futures explorations humaines. En somme, nous avons encore pas mal de travail avant de pouvoir commencer à envisager sa colonisation. Écoutons donc de près ce que nous disent nos scientifiques.